disparition de Maëlys. « 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir et bienvenue dans Tout est politique. Vous le savez, tous les soirs de 21h à 22h sur France Info, à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Emmanuel Macron à l'épreuve des ordonnances. On en parle ce soir avec Sébastien Guerini, député La République En Marche de Paris, l'un des nouveaux visages de la vie politique. Bonsoir et bienvenue à vous, Sébastien Guerini, Stanislas Guerini. Vous réagirez aux ordonnances et à l'interview du chef de l'État dans Le Point. Pour la deuxième partie de Tout est politique, notre visiteur du soir, ce soir, c'est Jérôme Fourquet, directeur d'études opinion publique à l'IFOP. Bonsoir Jérôme, bienvenue. Bonsoir. Et notre parti pris ce soir, nous donnons la parole à un élu local plutôt inquiet, je ne sais pas si vous avez l'air inquiet, de la disparition progressive des contrats aidés. Ce sera à vous, Jean-Pierre Muller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire socialiste de Magny-en-Vexin dans le Val-d'Oise. Soyez le bienvenu. Nous pourrons échanger avec Stanislas Guerini, notre invité. Tout est politique. C'est d'abord l'édito de Yael Gauze. Alors bonsoir Yael, est-ce que l'horizon se dégage pour Emmanuel Macron ? C'est la question qu'on peut se poser ce soir. Le blast des annonces est retombé, il a eu lieu, un pavé de 150 pages jeté dans la mare, disséqué, digéré, la poussière retombe, le brouillard se dissipe et c'est un nouveau paysage qui se dessine pour l'Élysée, qui n'avait pour l'instant aucun capteur fiable pour savoir si oui ou non il y avait crispation ou acceptation de la réforme. 3 mois de réforme sous cloche. Impossible de savoir de quel côté ça penchait. Il y avait la légitimité des urnes, mais ça, c'était déjà loin. C'était le mois de mai. Alors, résultat du test, Yael, vous diriez plutôt favorable à Emmanuel Macron ? Alors, la météo des mouvements sociaux, c'est une science souvent inexacte. Donc, attention, c'est par nature imprévisible. Mais quand même, les voyants clignotent plutôt au vert pour le président ce soir. Regardons les partenaires sociaux. Le MEDEF, content, mais vigilant. La CPME, satisfaite. Et pour cause, ce sont des ordonnances pour les PME. Force ouvrière parle d'avancée. La branche est plus forte. Les indemnités de licenciement sont revues à la hausse. Bon, vous me direz, il y a aussi les déçus. Laurent Berger, la CFDT, premier syndicat de France. Autrefois, c'était l'allié objectif du réformisme version Hollande. La CFDT hostile, mais de là à défiler le 12 avec la CGT, le 23 avec les Insoumis, il y a un pas que la CFDT n'a pas franchi. Et c'est ça que regarde Emmanuel Macron ce soir, certainement, vous nous le direz, Stanislas Guerini. Un coin est enfoncé dans le front syndical. Mais aussi, Yael, dans le front politique. Il y a des communiqués qui ont vraiment tardé à venir aujourd'hui, c'est ça qui m'a frappé, notamment à droite. Beaucoup de circonvolutions chez les LR pour critiquer et finalement dire que c'était bien. C'est pas la révolution copernicienne annoncée, mais la vie des entreprises sera simplifiée comme nous le réclamons depuis des années. C'est ce qu'écrit Bernard Accoyer par exemple. Le PS a choisi son camp, ça y est, ce sera l'opposition aux ordonnances, mais on ne va pas jusqu'à fustiger le coup d'État social, on garde ses distances avec la rhétorique Mélenchon, on va graduer la riposte. Voilà, donc on a un dégradé de réaction qui ne dessine pas à ce stade un mouvement hostile. Donc 9 heures après la présentation par Édouard Philippe des ordonnances, la route est plutôt dégagée, le fruit d'une lente maturation, sûrement. La réforme du Code du travail, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il n'y a plus l'hystérie d'un 49.3 comme en 2016. Tout a été dit ou presque dans la campagne. C'est à Jean-Luc Mélenchon maintenant de passer le test. Il pourra agiter 2 chiffons rouges, Jean-François. Les primes, oui, elles ne sont plus protégées. Les licenciements, ils sont simplifiés. Stanislas Guerini, vous êtes d'accord avec l'édito de Yael Gauze ? Oui, ce que vous présentez comme réaction montre qu'on a une réforme qui est équilibrée, qui est une transformation profonde du marché du travail, qui est la première brique d'une transformation profonde du modèle social français. Suivront la réforme de la formation professionnelle, le droit au chômage pour tous, alors, on a la l'impression réforme des d'entendre parler retraites. Emmanuel Macron, là. Donc, je le prends comme un compliment, peut-être. Donc vous êtes d'accord. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, cette réforme, c'est donner plus de confiance dans les entreprises, avec 2 gagnants, qui sont les PME et les TPE, et qui sont leurs salariés. Bon, c'est bien vendu. Merci Yael. Vous restez là. Votre droit de suite, c'est 21h20. Tenez-vous prêts. Stanislas Guerini, nous y sommes. Les ordonnances, donc, c'est fait. Le Premier ministre a donné l'esprit de la réforme du Code du travail lors de sa conférence de presse. On l'écoute. Je veux vous expliquer aujourd'hui le sens et la portée d'une réforme
ambitieuse, équilibrée, juste. Sa première mission est de protéger, insérer dans l'emploi celles et ceux qui en sont éloignés, permettre l'organisation d'un dialogue social constructif, équilibré, serein, à tous les niveaux. Enfin, aider les entreprises, en particulier les plus petites, à faire face aux coups durs quand ils surviennent, mais aussi à développer leur activité avec elles, l'emploi et le pouvoir d'achat. Bon alors, très pratique. Stanislas Guérini, vous êtes un ancien chef d'entreprise. Hein, vous aviez créé une boîte de vente, d'installation de panneaux solaires. Combien de salariés ? Ouais, il y a eu 30 salariés, puis un petit peu moins quand on a eu des difficultés économiques. C'est ça que vivent les petites entreprises aujourd'hui dans notre pays. Imaginez, vous êtes encore patron aujourd'hui de votre société. Vous entendez ce discours du Premier ministre, vous découvrez les ordonnances. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites j'embauche, j'y vais ? Et en tout cas, je me dis qu'il y a moins de freins pour le faire. L'embauche, c'est le carnet de commandes. Non mais je veux vous répondre avec franchise. J'ai été un chef d'entreprise et ce qui conditionne les embauches pour un chef d'entreprise, c'est le business. Est-ce qu'on a une visibilité ? Donc, nous n'avons jamais fait croire que d'un coup de baguette magique, on va régler le problème du chômage en France. Mais pour autant, oui, il y a des freins qui existent à l'embauche. Vous voulez dire que s'il n'y a pas d'activité économique, s'il n'y a pas de croissance, pas de carnet de commandes, rien ne bouge. Rien ne bouge. On aura du mal à régler le problème du chômage de masse. Mais, vous le voyez, même quand la croissance reprend dans notre pays, on voit qu'on a des problèmes structurels à régler le problème du chômage de masse. Et je vais vous dire quelque chose de très concret. Il n'y a qu'à voir la différence entre le nombre d'entreprises de 49 salariés et le nombre d'entreprises de 50 salariés dans le pays pour comprendre qu'à un moment donné, le Code du travail, tel qu'il était fait, il représentait un frein à l'embauche. Mais surtout, il faisait des perdants. J'ai essayé de vous le dire. Et ces perdants, c'était les petits, c'est-à-dire les petites entreprises. J'ai été un patron de petite entreprise et les salariés isolés. Et c'est ça aussi qu'on vient améliorer avec cette réforme. Bon, on va poursuivre cette discussion dans un instant avec vous. Mais tout d'abord, c'est l'info à 21h10 avec vous, Yasmina Adila. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les choses changent. Les mots d'Édouard Philippe ce soir dans le 20h de France 2. Le Premier ministre a défendu la réforme du Code du travail. Pour lui, la meilleure sécurité face au chômage, ce n'est pas le droit, c'est la compétence et la formation. Aujourd'hui, le gouvernement a présenté les 5 ordonnances visant à modifier le droit du travail. Parmi les mesures annoncées, la fusion des délégués du personnel, un plancher et un plafond pour les indemnités prud'homales. Il s'élèvera à 3 mois de salaire à partir de 2 ans d'ancienneté avec une durée maximale de 20 mois. À noter également l'augmentation des indemnités légales de licenciement qui passeront à 25%. Laurent Wauquiez, officiellement candidat à la présidence des Républicains. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'annonce dans le journal Le Figaro, l'édition qui paraîtra demain. L'inquiétude aux États-Unis. La tempête Harvey continue de faire des dégâts à Houston, au Texas. 2 explosions se sont produites sur un site du groupe de chimie français Arkema. Au moins 35 personnes sont mortes dans cet état du Texas après le passage de la tempête. Un bilan qui risque de s'alourdir. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. La tempête passe en ce moment au-dessus de la Louisiane. Et puis un petit mot de sport. En Euro de basket, les Français ont perdu face à la Finlande. Score final 86-84. France Info. Merci à vous Yasmina. La suite de Tout est politique dans un instant avec notre invité Stanislas Guérini, député de La République En Marche. Mais avant cela, direction le Stade de France. Les Bleus reçoivent les Pays-Bas. Match capital pour la Coupe du Monde de foot 2018. Jacques Vendroux et Sébastien Hazard, ça a l'air d'aller plutôt bien pour les Bleus, hein. C'est bien parti, très bien parti pour l'équipe de France. On joue depuis 26 minutes et dès la 13e minute, Antoine Griezmann a marqué le premier but de cette rencontre. Un beau mouvement, un 1-2 entre Griezmann et Olivier Giroud. Griezmann, Giroud, hop, de nouveau Griezmann. Et puis il arrive à tromper Silesen. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. C'est très très bien parti. Et on s'aperçoit que les 2 attaquants axiaux de cette équipe de France sont extrêmement complémentaires depuis le début de la rencontre. 2 attaquants qui pour le moment jouent bien le jeu et mettent en difficulté le gardien Silsen, le gardien de l'équipe néerlandaise. Les choses se passent assez bien pour l'équipe de France. Il ne faut pas avoir évidemment de complexe de supériorité, mais vous savez, dans ce genre de rencontre, Jean-François, ce qu'il faut, c'est gagner. Ce qu'il faut, c'est ramener 3 points pour être compétitif pour une passe en phase finale
de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien donc pour les Bleus. Merci à vous deux, Sébastien Hazard et Jacques Vendroux. Messieurs, autour de table, est-ce que vous êtes foot? Rapidement, que je vous pose la question quand même. Tiens, Jean-Pierre Muller, vous êtes foot, vous? Malgré mon nom, absolument pas. Pas du tout. Ah, et Jérôme Fourquet? Alors, mauvaise pioche également, voilà, je suis pas très Bon, foot, heureusement, il reste Stanislas Guérini. Moi, je m'appelle Guérini, mais je suis foot et je suis supporter de l'équipe de France. Et du PSG, évidemment. Du PSG. Ouais. Vous avez fait une réflexion pendant que Jacques Vendroux et Sébastien Hazard commentaient la rencontre. Qu'est-ce que vous disiez? Oh non, c'était une boutade. Une petite boutade pour dire que oui, ça valait le coup de réformer le marché du travail. Ça marche dès ce soir au Stade de France. Alors Pierre Gattaz pour le MEDEF avait le sourire. La CPME a applaudi. Je parle des ordonnances bien sûr. Jean-Claude Mailly de FO demande à voir. Et pour Laurent Berger de la CFDT, la réforme n'est pas à la hauteur. Écoutez Philippe Martinez de la CGT, lui, eh bien, il n'en veut pas. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les craintes que nous avions sont confirmées. La crainte évidemment supplémentaire, c'est que, et là c'est évident et c'est écrit, c'est la fin du contrat de travail. Demain, un accord d'entreprise, soit vous êtes d'accord, soit vous êtes licencié, votre contrat de travail ne fait plus foi. Stanislas Guérini, les syndicats en ordre dispersé. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas reculé en laissant peut-être au syndicat le leadership, vous savez, dans les branches notamment? Je ne crois pas du tout. Je crois d'abord qu'il faut respecter la méthode. Elle a été saluée par l'ensemble des organisations syndicales. Il y a eu des vraies concertations. Oui, mais ils sont déçus. Vous avez vu la sortie, ils sont déçus. Non, vous avez fait une sélection. Oui. Je n'ai pas entendu ça et je trouve que dans votre édito, par exemple, ça apparaissait. Il y a moins de déception que ce qu'on veut dire. Non, je crois qu'il y a eu des vraies avancées, des vrais moments d'écoute des syndicats, avec un argument pour cette question de la répartition des sujets qui seront discutés dans la branche ou dans l'entreprise, de dire que il y a parfois un risque de distorsion de concurrence. Je vais prendre un exemple précis. Quand je suis une petite boîte, je mets des sujets de négociation avec mes salariés, mais que la petite boîte d'à côté dans le même secteur, elle dit moi je fais tout pareil, mais ça pouvait mettre un sujet de pression pour dire il faut se mettre au niveau, et le niveau pouvant être parfois le moins 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant la branche qui définit par champ professionnel des règles, mais à tout moment, une entreprise, elle peut discuter, puisque par exemple dans les petites entreprises, c'est une des grandes avancées de la loi, entreprise de moins de 50 salariés, elle peut discuter et faire des accords d'entreprise avec le représentant élu. Pour vous, ça c'est la mesure. Je termine juste pour bien expliquer. Elle peut le faire sur tous les sujets. Elle peut le faire sur tous les sujets. Mais sur certains sujets, évidemment, elle ne peut le faire qu'en améliorant ce que donneront les accords de branche. C'est très important. Stanislas Guérini, concrètement, on a vu Force ouvrière qui finalement n'ira pas défiler, Jean-Claude Mailly qui est passé peut-être pour vous du bon côté, Laurent Berger qui était le partenaire de François Hollande qui lui est déçu. Il y a un jeu quand même de division syndicale au terme de ces consultations. Mais vous y voyez, je crois, plus de politique. Parce que la méthode, c'était la méthode, c'était de dire aux syndicats, on vous consulte, on vous dit pas tout, on vous montre la copie in fine. Il y a de quoi quand même mettre le germe de la division. Ils ont avancé un petit masqué. Vous voyez, ils n'ont pas eu cette analyse, et fort heureusement, puisque tout au long du processus, ils se sont satisfaits. Et c'était ce matin, il y a eu une réunion intersyndicale. C'était les propos qu'ils ont tenus sur la méthode, encore une fois. Mais on a eu une méthode simple pour cette loi. On a mis dedans ce en quoi on croyait. C'est quand même peut-être ça aussi une différence. On n'a pas essayé de faire de sorte de stratégie politico-politique syndicale. J'entends bien que vous défendiez la chose, mais regardez, Jean-Pierre Muller, vous êtes, le maire socialiste de Magny-en-Vexin. Vos administrés vous parlent de cette réforme, ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'ils vous disent, rapidement? La plupart sont inquiets, bien qu'ils soient, et c'est un paradoxe pour la réforme. Et donc, les textes viennent de sortir. Chacun va en prendre connaissance, je pense, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Mais il y a ce paradoxe, une volonté de réforme, une volonté de faciliter les choses, et pour les uns et pour les autres, et de concilier la flexibilité et la sécurité. Oui, Jérôme Fourquet, quand vous entendez ce qui se dit autour de cette table, vous dites quoi, vous, les personnes que nous sondons à longueur d'année, qu'est-ce qu'ils disent? Ça les intéresse? Ils sont sensibilisés à tout cela, ou si ça leur passe au-dessus? Non, ils sont sensibilisés. C'est quand même des choses qui potentiellement peuvent les concerner dans leur vie quotidienne. Maintenant, la difficulté pour l'opinion à appréhender ce sujet, c'est qu'on est quand même sur des thématiques ou des dispositions techniques. Alors,
Certaines sont très explicites. Tout le monde, tous ceux qui sont salariés peuvent comprendre la mesure qui vise à fusionner délégués du personnel, CHSCT et comité d'entreprise. Donc ça, pourquoi pas. Mais ensuite, on a des choses qui sont plus complexes à appréhender. Stanislas Guerini veut réagir. Toute la difficulté pour les syndicats, notamment les contestataires, c'est d'arriver à décrocher ou de sortir de ces ordonnances une ou deux mesures emblématiques sur lesquelles ils pourraient agiter le chiffon rouge. Ce qui ne va pas être évident. La réaction que je voulais avoir, c'est qu'effectivement, il faut rendre les choses concrètes. Par exemple, pour les salariés, on dit que c'est une réforme qui va favoriser la flexibilité, mais qui va aussi présenter des avancées réelles pour les salariés. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Un salarié qui télétravaille. Il y a 2 tiers des salariés qui souhaiteraient pouvoir télétravailler. Quand il est à son domicile, il est moins bien protégé que quand il est dans son entreprise. La réforme, elle fait en sorte qu'on établit un cadre juridique pour permettre le télétravail. Un salarié qui va être licencié demain, ses indemnités de licenciement, elles augmenteront de 25%. Ça, ce sont des points concrets et c'est à nous la pédagogie. Alors certains ont dit aujourd'hui que ça allait dans le bon sens, donc pas forcément des opposants, mais que c'était quand même bien plus flexi que sécurité. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des points, je viens d'en citer 2, largement en faveur des salariés. Et puis, je crois que tout simplement, un salarié qui n'avait pas, parce que c'est ça, il faut le rappeler, la vraie vie d'aujourd'hui des petites boîtes, c'est que les salariés, ils n'ont pas accès à la négociation. Une petite entreprise, aujourd'hui, avant la loi, qui voulait discuter de sujets où les salariés pouvaient être d'accord potentiellement, pour le faire, il fallait qu'elle fasse appel à un délégué syndical extérieur à l'entreprise. Vous imaginez le truc. Ça ne marchait pas, et d'ailleurs, ça ne marchait pas, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, les salariés et leurs patrons, ils pourront discuter et mieux organiser. Au fait, on donne du grain à moudre à la représentation syndicale dans l'entreprise et surtout au dialogue social dans l'entreprise. Bon, en tout cas, vous défendez bien la réforme du Code du travail. Dans un instant, nous aurons le droit de suite avec vous, Yael Gauz. Vous aurez la parole. Mais tout de suite, c'est l'info à 21h20 avec vous, Yasmina Adila. La présentation aujourd'hui des ordonnances pour réformer le Code du travail. Parmi les changements annoncés par le gouvernement, la hausse des indemnités légales de licenciement. Elles seront portées à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Aujourd'hui, elles sont à 1/5. L'exécutif veut également plus de dialogue social dans les petites entreprises. Le délai de recours après un licenciement sera limité à 1 an pour tous les salariés. Et après l'annonce de ces mesures, les syndicats se sont montrés divisés. Pour le secrétaire général de la CGT, Pierre Martinez, c'est la fin du contrat de travail. Force ouvrière veut étudier les propositions. Pour la CFDT, cette réforme n'est pas à la hauteur. Pour le patron des patrons, Pierre Gattaz, ces changements peuvent aider à conforter la confiance des entreprises. 5 jours après la disparition de Maëlys en Isère, un homme de 34 ans est en garde à vue. La fillette a disparu dimanche dernier lors d'un mariage. Le suspect faisait partie des invités. Aux États-Unis, 100 000 foyers ont été touchés par la tempête Harvey au Texas. La Maison-Blanche demande au Congrès de débloquer des fonds d'urgence. Le passage de la tempête Harvey a déjà fait au moins 33 morts, uniquement au Texas. Le phénomène est en ce moment en Louisiane. Une Française championne du monde de judo, Clarisse Agbenienou, remporte la médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kilos. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci Yasmina, bien prononcé d'ailleurs au passage. La suite de Tout est politique avec nos invités ce soir, Stanislas Guerini, député de La République En Marche de Paris, Jérôme Fourquet de l'IFOP et Jean-Pierre Muller, le maire socialiste de Magny en Vexin. Nouveau détour par le Stade de France avec vous, Sébastien Hazard. Les Bleus reçoivent les Pays-Bas. Où en est le score ? Toujours le même score, 1-0, un but inscrit par Griezmann à la 13e minute. Moins de rythme, Jean-François. Piano, on se dirige tranquillement vers la mi-temps. Il faut dire que les Néerlandais n'ont jamais inquiété jusqu'à maintenant Hugo Lloris, ne sont jamais approchés de la cage, mais il y a toujours un seul but d'avance, donc du côté des Bleus, peut-être encore un petit peu accéléré. On joue depuis 37 minutes dans cette partie, 1-0 pour l'équipe de France. Merci, et jusqu'ici, tout va bien. Nous gardons le rythme dans Tout est politique avec vous, Yael Gauz. Vous avez épluché, si je puis dire, l'interview dans le journal Le Point d'Emmanuel Macron. Voilà, on va y revenir sur cette interview fleuve de 23 pages. D'abord, Stanislas Guerini, est-ce qu'il y aura une loi de ratification pour ces ordonnances ? Et aussi oui, quand ? Avez-vous la date ?
Alors oui, il y aura une loi de ratification. Parce que c'était l'impensé du discours d'Édouard Philippe ce midi. Non, il y aura une loi de ratification. C'est ainsi que vont le cycle des ordonnances. Alors les ordonnances, elles peuvent rentrer en application dès maintenant, c'est leur caractéristique, mais il y aura une loi de ratification probablement vers la fin de l'année, mais la date n'a pas été fixée précisément. Mais là où c'est pas un enjeu, entre guillemets, c'est que ces ordonnances, elles peuvent rentrer en application. Petite particularité quand même pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, le Conseil constitutionnel a été saisi par les parlementaires début août. Vous n'avez pas attendu le résultat de la saisine pour présenter vos ordonnances. Êtes-vous sûr que la loi d'habilitation sera confirmée par le Conseil ? D'abord parce que nous sommes confiants et nous pensons que les raisons de cette saisine-là sont plus politiques. Si Laurent Fabius nous écoute ce soir, Jean-François, on verra bien si je suis démenti dans les semaines qui viennent, mais sincèrement, on est confiant sur le résultat potentiel de cette saisine et le pays ne peut pas attendre. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Dans les 150 pages, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelques petites entorses, on verra bien la saisine, subtilités juridiques. Elle n'est pas sur la totalité du texte, etc. Donc on verra. Mais je crois que cette saisie du Conseil constitutionnel, c'était largement plus une manœuvre politique qu'un point réel. Tout a été mis sous cloche pendant 3 mois pour cette réforme. Est-ce que ce sera la même méthode pour les grandes réformes à venir, assurance chômage, formation professionnelle, retraite? Est-ce que là, de nouveau, vous allez garder le secret et puis ouvrir la boîte au dernier moment comme aujourd'hui? Bon, si la question c'est est-ce qu'on utilisera les ordonnances pour tous les textes de loi qui viendront, ça ne sera pas le cas. Mais je conteste un peu l'expression de mettre sous cloche. On n'a quand même eu aucune fuite de personnes pendant des semaines. Oui, on est passé de 30 à 150 pages du jour au lendemain. Bien sûr, il y a eu plus de 300 heures de discussion avec les syndicats. Je ne sais pas si c'est ça qu'on peut appeler mettre sous cloche. Il y a dans ce pays une manière de voir les choses qui doit dire que tout se passe forcément à l'Assemblée, dans le législatif, et pas assez dans la démocratie sociale. Nous, on a une vision qui est différente de ça. On a laissé dans cette discussion une place qui était forte à la démocratie sociale. Et encore une fois, ça a été salué par les syndicats. L'interview, on y vient, d'Emmanuel Macron au point. Est-ce que le président est élitiste, Stanislas Guerini? La question se pose, page 35, j'ai bloqué, je vous avoue, en lisant cette question du point. Vous voulez passer du modèle d'assurance dit bismarckien au modèle de l'impôt de solidarité dit beveridgien. Et que répond Emmanuel Macron? Exactement, je suis beveridgien. Et c'est ce point-là qui vous a laissé penser qu'il pouvait être était Beveridge, Stanislas Guerini? Sur le fond, ce qu'il y a derrière, c'est de passer d'un modèle d'assurance chômage qui, en fond, est une assurance, à un modèle où le droit au chômage devient un droit. Donc c'est ça le changement de logique et la révolution copernicienne qu'on a derrière ça. Et vous vous rendez compte? C'est fondamentalement c'est la première interview présidentielle d'Emmanuel Macron, la première grande de la rentrée, après ces 100 jours. Est-ce que c'est le bon canal pour se faire comprendre? Mais bien sûr, parce que... On voit la complexité des ordonnances, on voit la complexité de l'interview au point. Là, je l'assume fortement. À nous de faire la pédagogie de ce qui est présenté. Et vous avez la gentillesse de m'inviter. J'essaye justement de donner des points concrets sur cette réforme. Mais Yael, je dirais un peu fort en thème, quoi. Mais je crois au contraire que c'est du respect pour nos concitoyens. Et pour Beveridge qui a inventé la sécurité sociale, on peut le dire. Oui, mais ça, sur le fond, je suis très à l'aise avec le passage du bismarckien au beveridgien. Mais au-delà de ça, cette interview, elle a permis au président de poser sa vision des choses. Et on a revu la cohérence de cette vision-là. Et je crois que c'est peut-être ce qui nous a manqué dans ce début de quinquennat, de présenter à quel point les réformes qu'on propose, elles entrent en cohérence les unes avec les autres. Et c'est ce qu'il a pu faire. Il a eu besoin d'un peu de place pour pouvoir s'exprimer. Très rapidement, ça y est, Laurent Wauquiez est candidat. Secret de Polichinelle enfin levé. Le Figaro ce soir. Bonne nouvelle? C'était pas une surprise, effectivement. Moi, je ne vais pas me prononcer sur la question des personnes. Mais ce qui me frappe, c'est que la droite n'est pas d'accord sur le fond des choses. Et elle n'a pas réglé ce problème-là, tout comme le Parti socialiste, à mon sens. Il y a des fractures idéologiques très profondes dans les partis politiques de gauche comme de droite. C'est pour ça qu'on a fondé En Marche, parce que nous, on ne veut pas s'inscrire dans cette carte-là qui ne fonctionne plus. Dernière question, toute dernière question, c'est cette affaire de violence entre un député de votre majorité, La République En Marche, MJ Delguerab, contre le premier fédéral socialiste de Paris, Boris Faure, qui est aujourd'hui en soins intensifs. Est-ce que vous allez exclure ce collègue du groupe LREM?
Je ne sais pas me prononcer sur les suites parce qu'il y a une affaire judiciaire et donc il faudra que la vérité soit faite et que les faits soient éclaircis. Mais en tous les cas, il est évident qu'on peut réagir en disant que la violence n'a pas sa place dans la vie politique. On a eu malheureusement quelques exemples ces derniers temps. Ils avaient touché Lauriane Rossi, ils avaient touché Nathalie Kosciusko-Morizet. La violence n'a jamais la place dans le champ politique. Voilà, on poursuit Tout est politique dans un instant avec Jérôme Fourquet de l'IFOP et Jean-Pierre Muller, le maire socialiste de Magny-en-Vexin. Et vous, Stanislas Guérini, député de La République En Marche, après la météo et les infos.